Salut, c'est Thomas et bienvenue dans la Taupinière. Dans cet épisode, je reçois Pascal Nicolas Leustrat, sociologue et professeur à Paris 8, membre du laboratoire Experis sur le campus Condorcet à Saint-Denis. Il a récemment publié Fait recherche en commun, chronique d'une pratique éprouvée aux éditions du commun. Ce livre, composé de 16 chroniques, retrace ses pratiques de recherche-action en sociologie. Il développe une autocritique depuis ses expériences de terrain. Il interroge la logique académique de la recherche et de ses différents enjeux. Légitimité, marginalité, inclusion, exclusion. Dans cet épisode, Pascal retrace son parcours universitaire et revient sur 2 projets. Le premier, En rue, à Dunkerque, puis Récits de vie, récits de ville, au 110 à Saint-Denis. Enfin, Pascal définit plusieurs concepts issus de son livre comme la recherche-action, les méthodes de l'égalité et la démocratie éprouvée. Merci à Inès Besson pour la création sonore et à l'association Drop, Design Recherche Ouverte Performance pour le soutien à ce podcast. Bonne écoute. J'ai pris l'habitude de dire que j'appartiens à la toute fin de la génération 68. Et je pense que le moment de bascule va être 1984. Et c'est à ce moment-là que Guattari sort son livre Les années d'hiver. Alors j'ai un peu de mal à suivre Guattari sous cet intitulé, parce que pour moi ce sont mes années militantes et étudiantes, donc ça ne peut pas être des années d'hiver, quoi. Mais il y a un point de bascule en 84. Après, la génération 68 va rester au pouvoir dans les médias, au pouvoir à l'université, etc. Mais elle s'affaiblit en termes sociétal, quoi. Ouais. Et donc je me forme avec cette génération, donc avec la génération des années 60 et 70. Et quand je rentre dans le métier, je rentre avec ce décalage générationnel. Et ce décalage-là va se maintenir tout au long de ma carrière, où mes cadres théoriques, mes réflexes... je suis un universitaire qui a toujours maintenu une pratique sociale forte. Voilà. Et j'ai vu progressivement les nouvelles générations d'universitaires perdre sans doute cette expérience-là. Cette expérience soit militante, soit sociale au sens large, et où les universitaires sont devenus, entre guillemets, des universitaires, quoi. Voilà, un petit peu autocentrés, ce qui ne retire rien à leur qualité, et puis à la qualité du travail qu'ils peuvent réaliser, quoi. Donc ma formation intellectuelle, c'est une formation militante. Là aussi, j'ai l'habitude de dire, lorsque j'étais étudiant, j'avais 3 mi-temps, un mi-temps militant, un militant étudiant, un militant travailleur, voilà, pour réussir à vivre. Ça, c'est le bonheur des années de jeunesse, où on peut avoir 3 mi-temps. Il ne faut pas en abuser, parce que je pense qu'il y a aussi une fatigue, quel que soit l'âge. Vers la fin de mes études, je me pose la question de qu'est-ce que je peux faire. Et il y avait quand même l'envie de rester à l'université. Et c'est là que je commence à me préoccuper des pratiques de recherche. Et donc je me forme à la recherche un peu sur le tas par des financements qu'à l'époque on obtenait, je dirais, relativement facilement, quoi. Il y avait vraiment des grandes missions ministérielles qui engageaient des programmes de recherche et qui étaient tenus par des gens du PC, de l'extrême gauche, etc. Okay. Et donc on pouvait déposer des projets qui étaient assez critiques et obtenir des financements, voilà. Et donc je commence à obtenir des financements et je me forme à la recherche par la pratique en faisant. Et les logiques d'intégration à l'université font que, à un moment donné, je m'inscris en thèse. Le choix de la direction de thèse fait que c'est une thèse en sciences politiques. Voilà. Les aléas de la carrière font que je ne rentrerai pas comme maître de conférence en sciences politiques, mais en sociologie. Et je deviens sociologue parce qu'il faut devenir quelque chose, quoi, voilà. Et peut-être la sociologie arrive dans ma vie la première fois où je m'inscris au chômage, après un contrat à durée déterminée. La personne, à l'époque de l'ANPE, cherche à me caser quelque part, et elle me dit sociologue. Ah, je dis oui, ça me convient. Voilà comment la sociologie est arrivée dans ma vie. Et puis, si j'avance comme ça très, très vite, je me retrouve aujourd'hui sur un poste de professeur en sciences de l'éducation, ouais, à l'université Paris 8, alors qu'antérieurement, j'étais maître de conférence à l'université Montpellier 3. Et ce poste en sciences de l'éducation, il était fléché recherche-action. Et aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir inscrire des thèses à la fois en sociologie et à la fois en sciences de l'éducation. Les sciences de l'éducation sont moins construites en termes disciplinaires et donc ouvrent plus de possibilités d'hybridation, de transversalité, voilà.
Donc je rentre à l'université et jamais je ne suis resté exclusivement à l'université. Voilà. Donc j'ai essayé de travailler honnêtement en tant qu'universitaire, rémunéré par la collectivité. Je pense en particulier du point de vue de l'enseignement, voilà, ayant toujours occupé des responsabilités, ayant toujours beaucoup investi dans les fonctions d'enseignement. Mais concernant les pratiques de recherche, j'ai toujours fait en sorte de créer des espaces autonomes, indépendamment de l'université. Voilà. Donc des séminaires, des réseaux, des rencontres, voilà, de préserver une autonomie. Un, pour tenir à distance quand même les injonctions académiques et disciplinaires. Voilà. Deux, parce que ça va beaucoup plus vite quand on travaille en dehors de l'institution, quoi. Je réfléchissais à cette question générationnelle, quoi, voilà. Donc je me forme avec les générations antérieures. Et aujourd'hui, je travaille de manière très soutenue avec des générations du moment contemporain, du moment présent. Je pense qu'il y a une authentique expérience générationnelle qui est en cours, voilà, qui se rapporte à l'âge, mais pas seulement. Le fait générationnel ne se rapporte pas uniquement à l'âge, qui est lié à la fois à transformation profonde du travail, avec des formes de précarité, mais aussi avec des formes d'intermittence, de flexibilité, donc, qui sont à construire politiquement, et avec des modes de protection à penser. Sans doute des prises de distance avec les construits institutionnels, et puis bien sûr les enjeux immédiatement écologiques. Voilà. Donc il y a une nouvelle expérience générationnelle, et donc il y a des nouveaux chercheurs en sciences sociales qui se forment et qui engagent leur activité au cœur de cette nouvelle expérience, quoi, qui est la leur. Quoi, voilà. J'ai envie d'être au travail avec eux. Voilà. Donc moi j'ai pas de souci avec les années qui passent et mon âge. Mon souci c'est en tant que chercheur d'être au rendez-vous de ce qui se passe aujourd'hui. Et donc en sciences sociales, il y a aujourd'hui possiblement une déconnexion entre une recherche en sciences sociales inscrite au sein de l'institution. Voilà, elle est établie, elle a sa grandeur, elle a aussi beaucoup de défauts, mais elle est établie, elle se reproduit et elle va durer encore très très longtemps. Et puis il y a une autre recherche en sciences sociales qui se fait en lien, mais un peu indépendamment, au cœur, voilà, des nécessités du moment contemporain, et étayé, éclairé par des épistémologies féministes, décoloniales, queer, etc. Enfin, je fais beaucoup de jurys de thèse, comme beaucoup de mes collègues aussi. Hein. Et donc, lors des jurys de thèse, je lis des écrits de jeunes chercheurs, et ça se sent, cet endroit. On sent que les pratiques de recherche sont en train de bouger, vraiment. Après, sur le mode de structuration, il y a beaucoup d'ambivalence dans mon activité. À la fois, je suis accrédité, hein, c'est-à-dire effectivement, je suis allé au bout, voilà, de ces légitimités universitaires. Donc si je suis allé au bout, c'est que je l'ai voulu. Hein, on n'est pas prof d'université si on ne le veut pas. Donc il y a une trajectoire de ma part au sein de l'institution, au sein de l'école. L'université, c'est l'école. Voilà. Et puis tout le temps, le besoin de me décaler par rapport à cette institution. Voilà. Donc aujourd'hui, j'appartiens à un laboratoire, y compris j'ai dirigé un laboratoire pendant quelques années. Je suis inscrit dans les fonctionnements institutionnels de l'université. Et en même temps, corrélativement et en lien, et tout ça est assez fluide pour moi, je développe des projets très extérieurs à l'université, avec des pratiques beaucoup plus autonomes et beaucoup plus indépendantes, quoi. Si je devais strictement organiser mon activité au sein de l'université, je ne tiendrais pas. Une recherche classique, il y a une équipe de chercheurs qui élabore un questionnement, voilà, qui à partir de là essaie de trouver un terrain, donc de circonscrire un territoire, une population, etc. Et puis de s'y engager avec un cadre méthodologique qui a été réfléchi. Voilà. Et que pour moi, à cet endroit-là, il y a une violence potentielle. Je ne dis pas que cette violence elle est effective, je ne dis pas qu'elle prend des formes d'agressivité, mais qu'à cet endroit-là, il y a des questions politiques qui se posent, quoi, voilà. Les personnes concernées par la recherche, possiblement, n'ont rien demandé. Mais en règle générale, n'ont rien demandé. Il peut y avoir d'excellents motifs pour lesquels les personnes vont accepter des entretiens, vont accepter que des chercheurs viennent en observation dans leur institution, dans leur quartier ou dans leur communauté de vie. Mais l'engagement de la recherche, dans des termes classiques, m'interroge politiquement. Et donc, en recherche-action, on procède de manière très, très différente. La première chose, c'est qu'on commence à travailler lorsqu'on est invité à le faire. Voilà. Et que jamais on commencera à travailler sans l'aval des personnes, sans leur assentiment.
Donc il faut prendre du temps. La dimension de la rencontre est absolument nécessaire. Et toutes les dimensions de la recherche sont discutées avec les personnes et surtout coproduites avec elles. Vraiment toutes les dimensions. Même celles qui paraissent difficiles et sur lesquelles on achoppe beaucoup. C'est difficile, par exemple l'écriture. Et donc la recherche, quand nous on est en recherche-action, la recherche ne quitte jamais l'expérience concernée. Voilà. On a été invité à faire recherche avec les personnes en considération de leur expérience et la recherche va devoir s'acclimater. Voilà. Elle va devoir être partie prenante de ce milieu de vie, le quartier, l'institution, la communauté concernée et s'y développer. Donc là c'est notre désir, notre souhait professionnel et puis ça chope beaucoup, c'est difficile. Mais en tout cas on essaie de garder ce cap. Et le terme de recherche-action, moi pendant longtemps je ne le mobilisais pas. Et ça a été une discussion dans notre collégialité de recherche, en particulier avec Louis Starisky, où on a dit c'est le terme qui est le plus présent. Au couvert de recherche-action, il y a des pratiques extrêmement différentes. Et donc c'est intéressant pour nous de retenir ce terme pour pouvoir être en débat en plein milieu de tout ce qui se fait, de tout ce qui se tente, et d'y développer des approches un petit peu radicales. Le chantier majeur de ces dernières années, que j'ai conduit en tant que chercheur avec Louis Starisky et Martine Bodino, c'est un chantier donc, dans la périphérie de Dunkerque, à Saint-Paul-sur-Mer, en particulier dans un quartier qui est le quartier Jean-Barguin-Mer. Un collectif d'habitants s'est constitué dans ce quartier avec un très joli motif qui était de faire l'ANRU, avant l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine. Le collectif s'est nommé avec plein de malice ANRU, ENRUE, donc faire l'ANRU avant l'ANRU, en sachant que le quartier allait être frappé par une rénovation urbaine, avec ce que ça suppose de violence et de destruction. Donc ils n'ont pas eu besoin de chercheurs pour lancer leur projet, et donc nous on arrive un an après, où quand même ils se disent, bon ça serait bien d'avoir des chercheurs avec nous. Ça c'est assez classique, sans que pour autant les personnes savent ce que ça recouvre. Ouais. Et donc un jour j'ai un coup de fil, quelqu'un qui avait connaissance de mes travaux, et ça a été amusant parce que j'étais à une période où je dirigeais le labo, donc j'avais en tête tu refuses, vraiment je prenais plus rien, et puis bien sûr j'ai dit oui, et on s'est retrouvés à partir à Dunkerque avec le collectif ANRU, qui avait une pratique de rééquipement des espaces publics, qui avait été laissé vraiment à l'abandon par le bailleur et la collectivité. Il n'y avait vraiment plus rien, plus de jeux pour enfants dans un quartier de 2500 habitants, enfin, des choses incroyables. Et ils ont commencé ce travail de fond, de rééquiper sans autorisation, en bancs, en jeux de boules. Alors, c'est intéressant, le jeu pour enfants, ils ne pouvaient pas, parce qu'il y a tout un ensemble de règles et de normes. Donc, curieusement, ils créaient des modules, et les enfants étaient enthousiastes pour utiliser ces modules, voilà, donc, etc. Et donc on arrive et on se met au travail avec eux et on a beaucoup appris en tant que chercheur sur la manière dont on pouvait travailler comme ça avec et au sein de... Tout a déjà commencé et l'essentiel a été fait. Il faut être honnête. Ils ont eu besoin de personnes, voilà. Et moi, ça, je le crois profondément. Quelques personnes nécessairement intelligentes qui vivent quelque part et qui ont l'intelligence du lieu sont tout à fait à même de développer voilà, le projet, les pratiques qui leur sont indispensables. Et ils ont su trouver des alliés. Et donc une personnalité voilà, qui travaillait pour la ville de Dunkerque dans une mission art et espace public. Okay. Et Patrick Lebellec. Et Patrick a permis à ce collectif voilà, de s'adjoindre comme ça le soutien d'un collectif d'architectes. Et puis comme ça, ouais, un collectif hybride, composite qui s'est mis en place, mais avec la présence forte des habitants. Quoi, voilà. Je peux dire que le projet, en tous les cas, dans les périodes où il a été vraiment en développement, etc., ce projet n'a pas été capté par les professionnels, quoi, ni par les chercheurs, ni par les architectes, même si on a beaucoup travaillé ensemble. Bon, on commence par arriver, et ça, c'est pas simple. Voilà. Et donc on arrive, il se trouve qu'on est allé avec Louis, et la première chose qu'on fait en tant que chercheur, c'est se taire, vraiment, d'arriver, de rencontrer,
de prendre le temps de discuter, de découvrir le quartier avec les personnes, et surtout ne rien proposer avant d'être présent et d'avoir un peu compris ce qui se passe, quoi, voilà. Et progressivement, on a installé des petites dispositions, des petits dispositifs de recherche. À un moment donné, on s'est dit, l'apport de la recherche, ça pourrait être que cette expérience s'écrive. Voilà. Le risque, c'est qu'il y a des expériences qui font trace et d'autres qui ne font pas trace. Le risque, c'est que l'histoire se fasse toujours du point de vue du dominant, des institutions établies. Donc la municipalité, elle va faire histoire, elle va faire trace. Voilà. Et puis un collectif d'habitants, il va faire de belles et grandes choses, et ça va se poursuivre dans la mémoire des personnes, mais ça ne va pas faire nécessairement de traces ou histoire au sens de quelque chose qui s'inscrit comme ça. Donc on s'est dit, cette expérience, on peut contribuer à ce qu'elle s'écrive, mais elle ne peut pas s'écrire dans les formats qui sont les nôtres à l'université. Là, il y aurait une violence, ça aurait été même une capture, une captation, de saisir cette expérience et de l'écrire et de l'inscrire dans des formats qui ne sont pas appropriés, qui n'étaient pas les siens. Et c'est là qu'il y a eu l'intuition de Louis Starisky, de dire mais on va écrire cette expérience sous la forme de fanzine. Donc ça a été la première fois en recherche que des fanzines sont développées, alors que les fanzines se sont largement élargies dans les collectifs féministes, dans le champ de l'éducation, etc. Et donc on commence à produire des fanzines avec le collectif, dans le collectif. Et on découvre ce qu'on sait, mais il faut y être attentif, il faut créer les conditions. C'est qu'il y a des personnes qui écrivent. Oui. Et on évoquait tout à l'heure Rancière. Voilà, les travaux de Rancière dans les mondes ouvriers, c'est aussi des mondes où il y a des écritures, etc. Vraiment, on part de l'idée qu'il est autoproduit. Voilà. Et on reste dans l'idée du fanzine qui s'adresse aux passionnés concernés, quoi. Et donc le fanzine, il s'adresse aux habitants. Donc il est produit avec les habitants, par les habitants, et il s'adresse vraiment à eux. Au moindre coût. Et donc tirage, photocopie, format brochure, agrafé, voilà. Pour l'essentiel, on a réussi à faire des tirages comme ça un petit peu à la sauvage dans différentes institutions publiques avec des alliés qui assuraient les impressions. Mais en boîte de photocopie, on peut s'en sortir à moindre coût. La composition, là aussi on découvre qu'il y a des compétences. Il y a des gens qui ont plaisir à composer. On découvre qu'il y a des gens qui font de la BD. On découvre qu'il y a des gens qui écrivent de la poésie, etc. Et donc on assemble sans beaucoup plus de préoccupations. On y inscrit aussi notre écriture, voilà. Et peut-être l'apport qu'on aura, qui sera un apport comme ça de spécialité, va être un travail d'édition. Voilà. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de cet ensemble et comment on réussit à composer, voilà, une publication, quoi. Je crois à l'intérêt de maintenir nos spécialités dès lors qu'elles ne sont pas en domination sur les autres, parce qu'il y a des contributions comme ça un peu spécialisées qui apportent au collectif et à la communauté concernée. Donc avec beaucoup Louis, mais ensemble, c'est sans doute l'apport qu'on a vu sur... Et après, des travaux de relecture, voilà. On peut corriger des textes sans le faire de manière scolaire et sans faire violence à la personne. Mais ça a donné lieu vraiment à des discussions. Jusqu'où on va, voilà, ça c'est vrai. Le collectif avait fabriqué des modules, et il y a une BD où ce sont les modules qui parlent. Donc ça, c'est comme ça des déplacements. Et donc, juste un point qui m'importe. Donc, nos écrits de recherche sont présents dans cette écologie. Et ça me semble extrêmement important que l'écriture de recherche se publie avec d'autres écritures. Dans une espèce d'écologie, une édition, où il y a une pluralité d'écriture. Donc ça, c'est le premier niveau. Ce premier niveau, il est reçu par mes collègues. Deuxième niveau, moi j'ai une position radicale. Je considère que l'écriture de la recherche, c'est le fanzine. Dans lequel il se trouve qu'il y a des écrits de chercheurs, mais l'écriture de la recherche, c'est le fanzine. Et là, c'est plus compliqué. Parce que là, ça fait bouger complètement la représentation classique d'un écrit de recherche, qui est un auteur qui rédige un texte et qui le signe en tant que chercheur avec... voilà. Donc, pour moi, le fanzine est une écriture. En russe, ce sont des chantiers dans l'espace public. Donc des chantiers qui produisent l'essentiel, c'est-à-dire une utilité, un usage. C'est-à-dire, et un banc, c'est compliqué.
Dans un quartier, il y a des déplacements, dans un quartier, il y a des socialités, dans un quartier, il y a des voisinages, et qu'un banc, il vient s'inscrire. Voilà. Et donc parfois, c'est des négociations longues sur l'implantation d'un banc, c'est une réflexion soutenue aussi sur sa construction, etc. Donc les chantiers en rue produisent comme ça des usages, répondent à des nécessités, ça c'est essentiel. Mais très vite, on s'est rendu compte que le chantier allait au-delà. C'est-à-dire que le chantier se développait et puis il s'interrompait. Parce qu'il y a un voisin qui s'arrêtait et que la discussion commençait. Et puis il était rythmé par la journée, les enfants arrivaient. Et les enfants arrivaient dans le chantier. Et donc là, le chantier changeait complètement de fonction. Il n'était plus à la production, mais il était à une sorte d'éducation comme ça sur le terrain, parce que les enfants avaient envie de prendre les outils et que bien évidemment, ils pouvaient prendre les outils, etc. Voilà. Et j'ai pris la mesure de ce que recouvraient vraiment les chantiers. Un jour où j'étais présent dans le chantier, je me déporte un petit peu en périphérie. Je me mets à discuter avec des voisins qui passaient. Et il y a un monsieur qui s'arrête, j'engage la discussion. Ce monsieur me dit « c'est très bien ce qu'ils font, mais sérieusement, c'est pas sérieux, ça avance pas leur histoire. Ça devrait être déjà fait. » Voilà. Et là, il a attiré mon attention sur la question de la temporalité et du rythme. Et je me suis dit, s'il ne produisait que les bancs, effectivement, le banc serait produit beaucoup plus rapidement. Ça veut dire qu'ils sont en train de produire autre chose. Et donc, ils produisaient de la socialité, ils produisaient un espace public dans le quartier. Donc, à partir de là, boulot du chercheur, il y a une amorce de texte, quoi. Il y a une envie d'écriture. Et on préserve notre désir de chercheur. Voilà. Autre exemple, l'initiative d'éducateurs de rue, qui était vraiment assez formidable. Ils font se rencontrer de populations, je ne sais pas comment le dire, qui ne se rencontrent pas beaucoup. C'est-à-dire des vieux ouvriers retraités qui jardinent, parce qu'il y a de la disponibilité de terrain à Dunkerque. Et puis des femmes sociales qui cuisinent. Et les femmes avaient envie de produire un peu les légumes. Et donc l'éducateur font se rencontrer ces personnes-là au cœur du quartier, dans l'espace public. Et puis ça discute. Et puis à un moment donné, il y a un des jardiniers, un de ces hommes qui dit « Bon, on va voir. » Et puis venez, je vous amène dans mon jardin. Quoi. Voilà. Et là, ça change la donne. Quoi. Et à nouveau, en tant que chercheur, désir d'écriture. Parfois, le désir d'écriture, c'est notre métier, c'est de trouver une formulation, d'arriver à trouver le mot. Et j'ai cette formulation, une démocratie éprouvée. C'est-à-dire une démocratie qui se vit en expérience. La discussion, elle a lieu au cœur du quartier avec les personnes, et non pas dans une salle de la mairie ou une salle du centre social, etc. Et puis éprouver au sens de faire preuve, quoi. On parle production alimentaire, etc. Ben, on va dans le jardin, et c'est dans le jardin qu'on discute. Ouais. Et donc je me mets à écrire sur cette idée de démocratie éprouvée. Et le travail d'écriture, c'est à la fois... c'est de restituer la situation telle que je la vis, telle que je la comprends, etc. Et puis de proposer et de se dire, tiens, si on nommait, si on caractérisait cette situation de démocratie éprouvée, qu'est-ce qui se passe? Et que c'est une tentative, c'est un pari. Et il se trouve que certains membres du collectif ont aimé cette formulation. Comme on les bassine avec la démocratie participative, ils ont rétorqué à ce moment, mais nous, ce qu'on désire, ce qu'on souhaite, c'est une démocratie éprouvée. C'est-à-dire, venez éprouver avec nous, venez dans le quartier, etc. Et donc, parfois, mais pas si souvent, le chercheur, comme ça, par une écriture, par une formulation, vient outiller, y compris politiquement, le collectif. Et donc, si on nous observe, on travaille avec en rue, on nous observe, je sais pas, à passer de très longues journées, voilà. Soit à travailler avec le collectif. Donc moi, il y a des choses que je sais faire, d'autres moins. Loïs Tariski était un peu plus dégourdi, Martine Baudine aussi, voilà. Donc on a beaucoup travaillé avec eux, parce que travailler avec eux, c'est partager une expérience, donc c'est comprendre ce qui se passe. Et puis beaucoup de discussions, beaucoup de temps. Et puis aussi beaucoup de temps où on se demande qu'est-ce qu'on fout là. On n'a pas mené d'entretien, voilà. On n'était pas en position d'observation. Voilà. En plus, je suis un chercheur peut-être un petit peu curieux parce que je ne pose pas de questions. Voilà, c'est pas mon registre. Voilà, j'écoute, je suis présent, je discute, etc. Donc il a fallu un peu défaire comme ça. Et donc être avec eux. Prendre des temps de discussion qui étaient aussi des temps d'élaboration. Voilà. Pas d'une manière formalisée,
Chaque fois qu'on a tenté de leur dire tiens, ce serait bien qu'on fasse un atelier à la fin de la journée, voilà, pour travailler ensemble en termes de recherche, etc. À chaque fois, ils étaient enthousiastes, un grand oui, et bien évidemment, le chantier débordait toujours. Et nos pauvres ateliers, effectivement, disparaissaient avant même d'avoir existé. Donc on a compris très vite que ça ne fonctionnait pas. Et donc ces temps de discussion, d'élaboration, on les a tenus au fil des chantiers, selon un petit peu les opportunités, voilà, de manière un petit peu diffuse, comme ça, et c'est très bien. Ça nous obligeait simplement de temps en temps, au cours de journée, nous, à nous retirer. Donc on allait dans un bar, dans un PMU à côté, pour débriefer, et recueillir, puis arriver à mettre tout ça un petit peu au propre, etc. Donc on a beaucoup travaillé comme ça au fil de l'eau. On n'avait pas de commande, voilà, ça c'est un contexte quand même assez favorable. On avait une rémunération qui était assez modeste. Voilà. Donc moi je ne suis pas rémunéré, moi, je suis fonctionnaire. Mais Martine était au chômage à cette époque-là, puis se préparait à prendre sa retraite, donc elle avait pas. Et Louis Tariski a pu dégager quelques revenus pas élevés. Et en fait, le financement est arrivé par la mission Art et Espace Public de Dunkerque. Donc on n'avait pas de financement recherche. Donc de cette manière, on ne commence pas. C'est-à-dire, la manière de commencer, c'est d'être avec eux, puis de découvrir, comprendre, se mettre au boulot, se mettre à discuter. On prend des dispositions, on installe des petits dispositifs comme ça au petit fil des choses. On commence à sortir les fanzines. Nous, on se met à écrire, ce que j'appelle ce désir d'écriture, parce que voilà, ça prend la forme de brochures et qu'on diffuse de la main à la main dans le quartier, voilà. Mais sans objectif. Voilà, des dispositions, des dispositifs, on est au travail, le chantier produit, il produit aussi de la recherche. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas signé de rapport final. Il n'y a pas de rapport final. Ça, c'est extrêmement important pour nous. Donc la manière de commencer, je peux la dater, je peux la situer, mais c'est un processus pour arriver, pour rencontrer, etc. Et la manière de terminer, je ne sais pas. Pendant longtemps, on ne savait pas si on avait terminé ou pas. Majeur qu'on a en sciences sociales, c'est le formalisme de nos méthodes, c'est la rigidité de nos méthodes et possiblement la violence de nos méthodes. Et que nous, on a vraiment, j'emploie vraiment ce terme de bagarre qu'on a engagé, mais une bagarre sur preuve, parce qu'on fait et on le montre, que nos méthodes peuvent s'élargir, elles peuvent s'hybrider, qu'on peut être créatif, voilà. Si on vient avec nos méthodes classiques, tant d'entretien, de questionnaire, de l'observation, effectivement, on n'est pas dans un rapport possiblement tendanciellement égalitaire. C'est-à-dire qu'il y a le chercheur qui maîtrise, voilà, qui est en pouvoir sur cette méthode, et puis il y a des personnes qui acceptent, et dans des conditions qu'on pourrait discuter, qui acceptent de parler, qui acceptent que les chercheurs soient présents, etc. Et sur cette acceptation, il y a une vraie réflexion politique à avoir. Sur les effets d'intimidation, j'ose pas refuser. Voilà. Donc si on veut cheminer dans ce sens-là, il faut faire bouger la pratique méthodologique. Et là, moi, je suis allé chercher un très joli motif, et je ne vais peut-être pas retrouver le nom de l'auteur, mais voilà, des années 70, où il évoque des techniques, des technologies conviviales. Et Illich nous fait comprendre qu'il peut y avoir des techniques, des méthodes qui, j'ai envie de dire, qui restent avec nous. C'est-à-dire qui ne nous surplombent pas, qui nous contraignent pas outre mesure, etc. Donc cette idée conviviale. Et donc j'ai repris chez Illich ce motif, et aujourd'hui je défends des méthodes en sciences sociales qui sont de nature conviviale. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille, on met en place des méthodes, et ces méthodes doivent être accueillantes. Et il faut que les gens avec qui on travaille, avec qui on coopère, se sentent bien. Il y a une formule au détour d'une phrase, il n'en fait pas plus, mais toute son œuvre est au travail de cette manière-là, chez Guattari, où il dit il y a un droit à la théorie. Voilà. C'est-à-dire, je crois que toute expérience est en capacité de construire sa réflexion, de construire sa pensée, associée à ce qui est fait.
Voilà, ça, je le crois profondément. Et que la recherche vient en appui, vient en prolongement, vient en contraste, etc. Mais avec une première considération, c'est que les gens sont en capacité de penser ce qu'ils font. Voilà. Mais effectivement, ils ne vont pas le faire avec nécessairement les mêmes notions, les mêmes mots que ceux mobilisés dans les institutions universitaires, dans les politiques publiques, etc. Donc là, il y a des enjeux d'égalité, quoi. Donc à Saint-Denis, là où on a installé une permanence recherche, donc le 110, c'est un centre social coopératif. Ça a été le premier, peut-être le seul, pour l'instant il y a peut-être d'autres tentatives, d'un centre social dans un quartier qui a été créé sous forme d'une coopérative, donc en l'occurrence une SKIC, puisque les institutions sont partie prenante de la coopérative. Et c'est l'histoire d'un collectif de femmes de la cité Péry à Saint-Denis qui se bagarrent pendant des années pour obtenir un centre social, et puis là des alliances, des complicités, et cette idée de le développer sous forme de coopérative. Et ça c'est majeur, parce que elles se nomment comme ça. Hein. Les femmes sont coopératrices, comme l'est la municipalité de Saint-Denis, etc. Ça c'est vraiment important. Donc on a des amis qui sont au travail au 110, dont Martine Bodino, qui est docteur en sciences de l'éducation et qui est habitante de Saint-Denis et qui est militante de Saint-Denis et qui s'est engagée dans la coopérative. Et donc on est proche, et puis on est présent, etc. Et puis on a senti l'année dernière que c'était le moment, voilà, de franchir une étape et de proposer donc une recherche un peu au long cours avec eux. Et on a retenu l'idée de permanence de recherche. Alors pour nous ça vient des permanences architecturales, enfin bon voilà, mais permanence parce que ça renvoie au 110, aux permanences juridiques, aux permanences d'aide au logement, etc. Donc on ne met pas sur le même plan en termes d'urgence de vie, etc. Mais on souhaitait s'inscrire au même endroit. Et là, je pourrais sortir le mail. Ça commence de cette manière-là, où je dis, voilà, c'est peut-être le moment. Voilà. Donc on peut s'y mettre, et je pose la question, comment commencer ? Et je réponds, en commençant. Voilà. Et donc on se propose de rencontrer une première fois. On a commencé par un premier motif qui a été récit de vie, récit de ville. Voilà. Et le premier récit de vie a été le récit de vie d'une salle associative, donc le récit de cette salle. Et donc c'est étonnant de voir que lorsqu'on s'intéresse à cette salle dans son histoire, on a des éléments de compréhension de la dynamique de la ville de Saint-Denis. Voilà. Donc un des premiers textes qui va sortir, c'est le récit de cette salle, qui fonctionnait de manière relativement autonome. C'est une salle qui était concédée par le bailleur, il y a un certain nombre de mètres carrés, et qui d'une certaine manière avait été un peu oubliée, et qui était restée entre les mains de l'amicale des locataires. Et ils en avaient fait vraiment de très belles choses. C'était à la fois des activités, un lieu de socialité, de convivialité pour les habitants. Et puis, nous, en tant que chercheurs, qui, de temps en temps, mobilisions la salle. Voilà. Puis cette salle a été perdue parce que des professionnels l'ont repris. Partager, oui. Avec qui ? Voilà. Donc une grande part, j'oserais dire très majoritaire, de la recherche se partage dans un entre-soi, où la recherche s'adresse à nos semblables. Voilà. Et donc on écrit pour nos pairs, voilà. Et que ça, en positif, ça construit une institution. C'est tout à fait honorable et respectable, l'institution de la recherche, qui chemine, qui avance, voilà, à travers les collectures de toutes ces recherches, etc. Mais c'est très, 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 très insuffisant. Donc à partir de là, il y a plusieurs voies qui sont possibles. Il y a une voie historique que moi j'ai toujours récusée très, très fortement, qui est celle de l'intellectuel engagé, c'est-à-dire de l'intellectuel qui va prendre la parole dans l'espace public depuis son autorité, depuis sa légitimité. Il peut y dire des choses formidables. Et moi, en plus, je suis bon public, j'adore écouter certains de mes amis universitaires qui prennent la parole sur des plateaux de Mediapart, etc. Voilà, moi, je suis très bon public, mais je ne fais pas. Voilà. Je ne fais pas. Donc, on peut ne pas faire sans disqualifier. Je pense même que c'est sans doute indispensable aujourd'hui. Voilà. Mais voilà. Et donc, nous, l'autre option, c'est effectivement de pluraliser les écritures,
de pluraliser les supports, voilà, pour faire en sorte que le travail de recherche arrive aux endroits où il nous importe qu'il soit, en termes démocratiques, et puis qu'il rencontre des personnes, là aussi, qu'on souhaite rencontrer. Donc on travaille sur une palette très, très large, et là aussi méthode de l'égalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de préférence et il n'y a pas de hiérarchie symbolique. Voilà. Donc c'est des fanzines, c'est des brochures diffusées de la main à la main, ce sont des blogs, ce sont des articles, ce sont des livres. Sur les articles, les revues installées, donc on y publie, ne convenaient pas parce qu'elles sont assez lentes en termes de fonctionnement, pour des raisons académiques et des procédures qui ne nous intéressaient pas beaucoup, de lecture avec deux experts, etc., qui font qu'un article proposé va sortir un an après, un an et demi après. Voilà. J'ai envie de dire qu'on n'a pas le temps. Voilà. Et puis ça ne correspond pas à notre envie. Voilà. Du coup, on a créé notre propre revue, voilà. La revue Agencement, qui a une grande exigence de lecture, mais pas dans les procédés académiques, c'est-à-dire on travaille avec les auteurs et les autrices. Voilà. Et donc on s'est mis ce boulot sur le dos en plus, voilà, avec une amitié, une complicité avec les éditions du commun. Voilà. Et puis on a une deuxième maison d'édition amie, qui est Ours Édition, donc avec un ami important dans ma vie, Yves Kofskas. Et là c'est une conception de la maison d'édition moindre coût, autonome, autofabrication, et donc beaucoup en pliage, beaucoup en cousu japonais, etc. Yves a toujours ce motif. Si on est vraiment en contexte très hostile, si on n'a plus de moyens, est-ce qu'on est encore en capacité de produire des livres ? Parce qu'il faut faire deux choses, manger et lire des livres. Voilà, c'est un peu sa ligne de conduite. Et donc sa maison d'édition, c'est faire en sorte qu'il y ait des livres qui soient produits, et qui soient produits dans des conditions très, très autonomes. Voilà, donc on élargit les formes, les formats, etc. On s'autorise tout, voilà. Et du coup, ça varie les écritures, sans que nécessairement on le conscientise complètement. Mais lorsqu'on va écrire en fanzine, on ne va pas écrire de la même façon en livre, on ne va pas écrire tout à fait de la même façon en blog, même si c'est le même auteur et qu'on retrouve nécessairement son style. Bon, si je prends un exemple, ce texte, démocratie éprouvée, voilà. Je pense qu'il y a des bribes dans un fanzine, je ne sais plus dans quelle modalité. Le texte, je l'ai fait aboutir, il figure dans une brochure. Donc les brochures, on les diffuse aux habitants, la main dans la main. Il a été sur un blog et sur des sites. Et puis un jour, il y a une amie qui le découvre. Et elle me dit, je vais le proposer à la revue Multitude. Spontanément, je ne l'aurais pas proposé. Voilà. Et que l'idée ne me venait pas. Voilà. Et ça a été intéressant parce que ça a mené les amis de la revue Multitude à réfléchir, est-ce que cette écriture-là avait sa place dans la revue. Voilà. Ça pose une question, donc je suis très heureux que le texte ait été publié par Multitude, mais ce texte-là a été écrit en situation, à Dunkerque, avec le collectif, pour le collectif, etc. Arrive un moment, et c'est naturel avec un écrit, il mène sa vie, et donc il arrive dans une revue qui est quand même très installée sur la scène intellectuelle française, européenne, etc. Voilà. Donc un texte peut vivre sur différents registres. Et en tout cas, pour ma part, je le pratique depuis longtemps, un même texte, je l'ai toujours dans sur plusieurs supports, dans plusieurs formats, etc. Je pense qu'on peut réussir à faire trois choses en une, mais ça demande du boulot. Voilà. Ce dont se dispensent les personnes installées, dont je pourrais me dispenser en tant qu'universitaire, c'est de faire, de documenter ce qu'on fait, parce que ça c'est indispensable pour pouvoir mutualiser, pour pouvoir partager. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire comment une expérience va être écrite, comment elle va faire trace, etc. Donc documenter ce faire, et puis avoir un rapport lucide. Et je crois beaucoup à cet effort d'explicitation qui permet, voilà. Parfois je souligne des limites qui sont majeures, mais le fait de prendre conscience d'une limite, c'est pas un empêchement à faire. Voilà. On fait en ayant conscience que ce faire incorpore une limite qu'on ne dépasse pas dans le moment, quoi. Que peut-être plus tard, mais en tout cas qui n'est pas nécessairement dépassé, quoi. Et que avoir ce rapport critique, c'est pas un rapport disqualifiant. On documente beaucoup.
Et ça, je dois dire que j'aimerais que mes collègues le fassent beaucoup plus par rapport à leur chantier, hein, de documenter, c'est-à-dire de parler de ce qu'on fait, de le caractériser, voilà, etc. Et puis de conserver ce rapport lucide. Et donc par rapport au moment contemporain, voilà, j'ai cette double ressenti, double vécu, à la fois catastrophé, hein, de l'envergure de l'effondrement démocratique, de la crise climatique, etc. Et en même temps, et ça il y a un effet de générationnel, impressionné de ta génération, de votre génération, à tenter, à expérimenter, à faire advenir des possibles, parce qu'ils sont effectifs, parce que vous les vivez, et qui nous font signe, hein, sur un autre devenir. Voilà. Et donc je trouve que la période est vraiment très contrastée. Donc parfois avec une grande envergure comme l'expérience à Notre-Dame des Landes, multiplicité d'autres occupations, etc. Et je pense que ça éduque vraiment profondément une expérience générationnelle, et que ça tient, qu'il y a une consistance, pour le dire aussi à la manière de Guattari, même si ça c'est pas aussi visible que voilà. Et c'est pour ça que le motif de Louis Starisky, sur la tentative, et quand Louis parle des tentatives, il dit il y a de fortes chances que ça ne réussisse pas. Mais ce qui est important, c'est de tenter, parce que ça remet en processus, ça réouvre du possible, et que c'est ça qui nous construit. Et ça me paraît vraiment indispensable. Et ce qui nous permet, nous, de travailler à des échelles parfois vraiment minimes. Mais on fait l'effort de documenter. C'est notre forme d'élargissement, c'est par le fait de documenter, donc de partager. Ce que j'appelle des montées en latéralité, et surtout pas en généralité. Et en latéralité, parce qu'on documente, donc un autre va être intéressé, il va pouvoir en tirer des idées, et puis. Et je crois quand même beaucoup à ce processus. Mm-hmm.